Bonjour Cécile, donc je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui ici aux éditions Stock, où vient donc de paraître en ce 23 août ton premier livre, Les âmes errantes, donc que j'ai traduit de l'anglais. Alors moi, ce que je trouve formidable dans ce livre, c'est que bon, c'est une thématique qui m'est personnellement, qui m'intéresse beaucoup, et ton livre me fait beaucoup penser à une autre autrice que j'ai traduite. Il s'agit de Julie Otsuka, dans la profondeur de ses thématiques et puis dans la beauté de l'écriture. Donc ça, je tenais à le dire en premier lieu. Merci. Donc, tu es très jeune et ce livre donc est ton premier roman, il faut le dire aussi. Donc j'aurais aimé que tu m'expliques comment tu en étais venue à l'écriture. Oui, donc toujours beaucoup aimé l'écriture, la création littéraire. Quand j'étais à l'école, c'était sûrement ma matière favorite. Finalement, j'ai grandi en partie en France et en partie aux États-Unis et j'habite à Londres depuis que j'ai 18 ans. Mais c'est vraiment, du coup, je pense, une fois étant adulte, une fois que j'ai fini mes études de philosophie, que j'ai commencé à, à écrire plus. J'ai eu plus de temps de libre. J'ai commencé à travailler dans une maison d'édition quand j'avais 22 ans, je crois, et je pense ce processus d'être dans une maison d'édition, de travailler avec les livres, a rendu l'idée pour moi d'être écrivaine un peu moins intimidante. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire un peu plus sérieusement, on va dire. Euh, et à écrire ce roman. Mais au début, ce n'était pas quelque chose que je pensais faire en tant que profession, c'était juste quelque chose que je faisais pour m'amuser, car pour moi, le métier d'écrivaine était pour moi quelque chose, plus un rêve Mm. qu'une réalité. Mais donc j'ai commencé à écrire ce roman vers 24 ans, je pense. Et c'est la première chose vraiment que j'ai écrit sérieusement avec l'idée de peut-être être publiée. Et donc, voilà. Et tu as eu totalement raison. Donc, donc tu es une écrivaine française qui écrit en anglais. Ça aussi, c'est intéressant de le dire. Et Les âmes errantes, donc c'est un roman où il y a une narratrice qu'on découvre, dont on sent la présence petit à petit, mais qu'on découvre vraiment dans la dernière partie. Et cette narratrice raconte comment elle est arrivée à écrire ce livre précisément et pourquoi. Et moi, dans ces passages-là, j'ai eu l'impression d'entendre ta voix à toi. Donc, la question que j'avais envie de te poser, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi d'écrire cette histoire, qui est très dure, il faut le dire, et quelles étaient tes motivations personnelles? Oui, donc la narratrice Jeanne, que l'on découvre un peu plus vers la fin du roman, et pour moi c'était une façon, ce n'est pas moi bien sûr, mais c'était un peu une façon pour moi d'exprimer dans ce roman les difficultés Mm. que j'ai eues en écrivant ce roman, la responsabilité de l'auteur quand elle écrit une histoire en partie inspirée de faits réels, une histoire assez traumatisante, la responsabilité qu'elle a envers ses lecteurs et envers les gens un peu décrits dans cette histoire. Et c'était pour moi aussi une façon d'explorer l'idée du trauma générationnel et comment un événement peut affecter les générations suivantes, la génération plus jeune. Donc il y a eu plusieurs raisons pour lesquelles j'ai décidé d'écrire ce roman. C'est en partie inspiré de faits réels, de l'histoire de ma famille. Euh, euh, je pense que c'était une façon pour moi d'en apprendre plus sur ma famille, sur mon héritage vietnamien aussi, d'en apprendre plus sur euh, comment le deuil marche, comment comment une personne peut, peut survivre à un événement qui l'affecte, la mort de sa famille, Ouais. quelque chose du genre, comment move on, Comment on peut avancer? comment on peut Mm. avancer d'un trauma pareil, et comment le rôle aussi de l'écriture, le rôle du roman dans cette avancée aussi. C'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et aussi juste, je voulais mettre en valeur la diaspora vietnamienne du Royaume-Uni, qui n'est pas très connue, je pense moins connue que la diaspora vietnamienne en France et aux États-Unis. Il n'y a pas beaucoup de romans sur les Vietnamiens en Angleterre. Donc voilà, aussi le livre, c'était pour moi une façon de parler juste de cette population, de cette culture
car ça fait presque 10 ans maintenant que j'habite au Royaume-Uni. Oui. C'est un peu chez moi et voilà. Bien sûr. Alors, ce qui est intéressant aussi, surtout pour un premier roman, c'est que ta narration est globalement chronologique, mais en fait, elle est constamment ponctuée d'incises. Donc, il y a des articles de journaux, ou alors parfois il y a des bonds dans le temps jusqu'à notre époque présente qui sortent du récit principal. Et puis surtout, il y a l'apparition de ce petit fantôme, donc qui est une âme errante parmi d'autres, et qui évoque de manière très poétique sa vie entre guillemets de fantôme. Donc comment est-ce que tu as réussi à concevoir cette structure qui est très originale et puis le mélange des genres entre ce côté poétique et puis les articles de journaux et la narration globale? Oui, je pense dès que j'ai commencé à écrire le roman, tout de suite, je voulais avoir une narration un peu fragmentée comme ça. Mhm. J'ai été beaucoup inspirée de livres comme Human Acts de Han Kang, qui est une écrivaine de la Corée du Sud qui a écrit un roman un peu comme ça avec une narration fragmentée. Maggie Nelson aussi. Donc je lisais beaucoup de textes un peu qui jouaient un peu avec cette idée du roman et de ce que peut être un roman. Je pense aussi que c'était pour moi la façon naturelle d'écrire ce livre parce que c'est un peu comme ça finalement que j'ai appris mon histoire, l'histoire de ma famille. C'est pas une histoire que voilà qu'un jour ma mère m'a racontée d'une traite. C'est quelque chose que j'ai dû un peu moins comme un puzzle reconstruire en Mhm. apprenant de fil en année quelques éléments voilà de ce qui s'était passé sur le bateau au camp de réfugiés. Etc. Et aussi, c'est moi-même qui ai dû faire mes propres recherches, qui ai dû, surtout en écrivant ce roman, pour en savoir plus, faire mes propres recherches sur Internet, regarder des articles de journaux de l'époque, et tout ça. Et donc, pour moi, le roman illustre un peu cette façon de, d'hériter une histoire, d'apprendre une histoire d'une manière fragmentée. Et le livre aussi, Dao, le fantôme, pour moi, était une manière un peu d'explorer l'idée que les fantômes jouent dans différentes cultures. Je pense que quand on est petit, souvent les fantômes nous sont présentés comme quelque chose qui fait peur, Ouais. dont les enfants ont peur. Mais finalement, c'est aussi un fantôme peut-être quelque chose d'assez rassurant. C'est nos proches décédés qui viennent nous rendre visite. Et, euh, et donc pour moi, Dao, c'était une façon de montrer un peu ce côté rassurant d'un fantôme et aussi de voir un peu le rôle que les fantômes et les ancêtres jouent dans la culture vietnamienne, car ils jouent un assez grand rôle. Donc dans les sujets que tu abordes, même si cette action, enfin ce récit se déroule dans le passé, puisque c'est donc dans les années 70 à peu près et 80, donc tout ça reste aujourd'hui d'une actualité brûlante. Parce que en fait, bon, ce qu'on appelle les boat people, donc c'est très précis évidemment, mais en réalité ça a toujours existé, parce que Joseph O'Connor raconte que l'Atlantique Nord est le plus grand cimetière irlandais à cause de tous les gens qui ont immigré pendant la Grande Famine et qui ont péri en mer. Aujourd'hui, c'est la même chose pour la Manche. Et puis c'est surtout la Méditerranée qui est devenue le grand cimetière marin. Est-ce que tu as pensé aussi à ce genre de choses quand tu as écrit l'histoire de cette famille qui fuit le Vietnam par la mer? Oui, je pense que c'était dur de ne pas avoir ça en tête, car on regarde les nouvelles et on voit tout de suite plusieurs crises de réfugiés qui se passent dans le monde, que ce soit en Syrie, l'Ukraine, l'Afghanistan. Donc c'était toujours un peu dans ma pensée, bien sûr. Et puis, le livre commence par une citation de la Bible, de Moïse, qui est parti d'Égypte, qui a été exilé de l'Égypte. Et je pense que finalement, l'histoire des réfugiés, de l'exil est quelque chose qui se répète depuis des siècles, des millénaires. Et donc, voilà, et je sentais un peu cette responsabilité aussi de vouloir bien représenter cette histoire, tout en voulant montrer aussi que c'est quelque chose de très personnel et ce n'est pas l'expérience de réfugié n'est pas quelque chose d'universel et chaque personne, chaque peuple, chaque personne c'est une expérience très personnelle pour chaque personne au final. Mais c'est vrai que j'espère que le livre va aider les gens
à Oui. sympathiser. Et Ah mais oui, moi c'est ce que je pense profondément aussi et ça c'est un aspect de ton livre qui me touche beaucoup et notamment parce que j'aime beaucoup la manière dont tu montres comment, donc cette famille est conduite à prendre tous ces risques. Parce qu'au début, comme, les 3 enfants, Anne, Min et Tan, on a envie de rejeter la responsabilité sur le père en se disant: «Mais comment a-t-il pu mettre en danger les siens de cette manière-là?» et on pense que c'est un peu un caprice, qu'il a juste envie d'aller vivre aux États-Unis, à cause de ce que son frère lui a dit et puis petit à petit, on comprend qu'en fait, c'est pas du tout ça. On évolue avec la pensée de Anne, Min et Tan et on comprend que la famille courait un vrai danger. Et très souvent, malheureusement, on a tendance à minorer la gravité des motifs qui poussent les gens à émigrer. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet aspect de l'histoire qui n'est pas tellement développé, mais qui me paraît vraiment fondamental? oui, je pense que quand j'ai commencé à écrire le roman, j'avais la citation de la poète Warsan Shire qui a écrit dans un poème aucun parent ne met son enfant dans un bateau si la mer n'est pas plus en sécurité, plus safe Mmh. que la terre. Mmh. Et donc c'est vrai que quelquefois on oublie que si les gens partent de leur pays de telle manière, c'est vraiment parce qu'ils n'ont pas de choix. Et ce n'est pas quelque chose qu'ils veulent faire, plus par plaisir. Donc, et le livre encore, j'avais toujours en tête un peu voilà, combien d'éléments mettre dans le roman, parce que je voulais pas non plus que le roman soit voilà, Mmh. trop triste, rempli de trop d'événements traumatiques, et vouloir aussi laisser l'imagination du lecteur remplir les silences du roman. Mais c'est sûr que voilà, donc dans le livre, Anton et Min perdent leurs parents dans des façons qu'ils ne savaient pas. Il y avait bon, la mer déjà, les noyades étaient très, très courantes, les pirates aussi. Après, dans les camps, il y avait la famine, enfin, des maladies. Donc c'était vraiment, chaque étape était remplie de troubles de dangers. Euh, et donc, voilà, je pense que c'est facile d'oublier quand on regarde les nouvelles aussi, la télé, tout ça, d'oublier un peu ce côté très, très humain aussi que vivent chaque personne réfugiée. Ah oui, mais de toute façon, moi, quand je l'ai lu, je me suis dit: «Mais ces 3 enfants sont des héros». Parce qu'ils arrivent en Angleterre, donc bon, bah, ils n'ont plus rien, ils ont absolument tout perdu jusqu'à cette photo, qui a été gâtée par la mer, malheureusement. Et justement, ce qui est très poignant, c'est la manière dont, ils arrivent en Angleterre avec des grandes espérances. Ça m'a fait penser à Great Expectations de Dickens, où, Anne se dit: «Bon, bah, tu vas pouvoir devenir, médecin ou avocat», en parlant de ses frères et puis évidemment, les choses sont beaucoup plus difficiles. La réalité est complètement différente et je trouve que justement, là encore, tu as très, très bien montré les luttes quotidiennes pour s'adapter au nouvel environnement, la difficulté à s'intégrer à cette nouvelle société, à apprendre les codes et au final, en fait, tous les 3 réussissent. Même Min qui a beaucoup de mal, lui devient comme gérant de la supérette, ce qui est pas rien, quoi. Donc heu, est-ce qu'en fait, ces 3 enfants, orphelins n'ont pas accompli un exploit et atteint des sommets, même si ça ne correspond pas à ce qu'ils avaient au départ comme espérance? Oui, exactement. Je pense qu'au début, les trois ont des idées assez grandioses du succès. Ils veulent devenir des businessmen, des docteurs, etc. Ce qui est l'idée que leurs parents avaient un peu Mmh. mise dans la tête quand ils étaient petits. Mais au fil du roman, plus ils grandissent et plus voilà, ils deviennent adultes et, et je pense ils ajustent leurs Leurs expectations, attentes? leurs attentes, pardon, leurs attentes du succès changent un peu et ils se rendent compte à la fin du roman que voilà, il y a plusieurs façons de réussir et que déjà avec tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont dû survivre, euh, ils ont réussi. Je pense qu'à la fin, c'est une famille qui est restée à peu près unie, voilà, qui est en partie heureuse. Enfin, donc voilà, c'était important pour moi de montrer qu'il y a vraiment plusieurs façons de réussir dans la vie et que chaque personnage dans le roman finalement a une traversée assez différente. Mmh. Mais que les trois sont, oui, sont comme
tu l'as dit, des héros un peu. Ah oui, moi je trouve que c'est vraiment ça. Et c'est intéressant de voir justement que ces personnes qui viennent de si loin traversent des choses si difficiles. Bah, le simple fait de survivre et d'avoir une vie entre guillemets «normale», déjà c'est un exploit. Mmh. Je te remercie beaucoup Cécile de m'avoir Merci accordé beaucoup, cette Karine. interview. Tu peux nous remontrer le livre que je trouve en plus que la couverture est très, très belle. Et donc c'est en librairie chez Stock le 23 août. Merci beaucoup.